La bataille la plus difficile que tu vas affronter n'est pas à l'extérieur, elle est en toi. Pas contre des ennemis visibles, mais contre tes peurs, ta paresse, tes doutes et ces excuses qui semblent si convaincantes lorsque tu veux abandonner. C'est la guerre qui décide de ton destin, te vaincre toi-même ou devenir ton propre bourreau. Chaque jour, tu entres sur ce champ de bataille. Quand tu repousses ce qui est important, quand tu cèdes au confort, quand tu permets que l'opinion des autres pèse plus que ta propre voix, tu perds du terrain. Il n'est pas nécessaire que quelqu'un te renverse, il suffit que tu te sabotes toi-même. Et tu le sais, c'est la vérité inconfortable que la plupart évitent. Le plus grand ennemi n'est pas à l'extérieur, il vit dans ton esprit. Ici, nous ne parlons pas de motivation bon marché, ni de phrases pour te rassurer. Ici, il s'agit de regarder la réalité en face. Si tu ne maîtrises pas ton esprit, il te domine. Et il le fait sans pitié, avec des pensées qui te limitent, des émotions qui t'enchaînent et des habitudes qui te mènent directement à l'échec. Ce que tu entendras ne sont pas des embellissements, ce sont des armes. Des armes pour que tu apprennes à te donner la priorité, à définir un but, à faire taire le bruit et à te discipliner même lorsque tu ne le souhaites pas. Parce que personne ne va combattre cette guerre pour toi. Si tu ne la mènes pas, tu perds tout. Ta liberté, ton progrès, ta vie. Reste jusqu'à la fin, car ce n'est pas une vidéo ordinaire. C'est un manuel de combat pour que tu cesses d'être l'otage de tes peurs et que tu commences à conquérir la seule bataille qui compte, celle que tu as contre toi-même. Fais de toi-même ta priorité absolue. Un bateau qui tente de naviguer en suivant tous les courants finit à la dérive, sans direction ni destination. Il en va de même pour celui qui vit en priorisant ce que les autres veulent, ce qu'ils attendent de lui ou ce que dictent les modes passagères. Il perd son cap, devient un esclave des attentes externes, incapable de décider par lui-même où diriger sa vie. La métaphore est claire. Si tu n'es pas le capitaine de ton propre navire, tu seras emporté par les vents étrangers jusqu'à faire naufrage dans la frustration. Faire de toi-même ta priorité absolue n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Parce que la vérité est dure. Personne ne va te sauver. Personne ne va se battre pour tes rêves comme toi. Personne ne va porter tes batailles internes ni les conséquences de tes décisions. La vie se résume à ceci. Soit tu apprends à te mettre en premier, soit tu finiras par vivre à moitié, épuisé par le désir de plaire aux autres et vide de sens. Dans cette guerre contre toi-même, la première victoire est de comprendre que ton énergie, ton temps et ton attention sont limités. Et si tu les donnes à tous, il ne te restera rien pour construire ce qui compte vraiment. Il est courant de reporter son propre bien-être, ses objectifs et ses désirs personnels pour répondre à l'urgence des autres. C'est là que la guerre est perdue, dans ces petits moments où tu choisis de bien t'entendre avec tout le monde, sauf avec toi-même. Tu penses que c'est un noble sacrifice, mais en réalité, c'est un piège qui détruit lentement ton caractère et ton estime de soi. Si tu n'es pas capable de prendre soin de toi, comment vas-tu soutenir les autres? Si tu n'as pas de clarté sur ton chemin, quelle direction peux-tu offrir? Le stoïcisme le disait clairement. Celui qui se maîtrise lui-même maîtrise le monde. Et cette maîtrise commence par te faire ta priorité. Il ne s'agit pas de mépriser les autres. Il s'agit de reconnaître que sans une base solide, il n'y a rien à offrir. Quand tu te mets en premier, tu arrêtes de chercher la validation. Tu arrêtes de dépenser de l'énergie à prouver et tu commences à construire. La résistance viendra parce que ton esprit et la société te diront que tu es égoïste, que tu devrais penser plus aux autres, que c'est mieux de se sacrifier. Mais il faut le voir avec froideur. Ce qu'ils appellent égoïsme est souvent simplement de la dignité. Poser des limites, prendre soin de ton temps, dire non, te retirer du bruit, choisir ton but sur les attentes des autres. C'est là que naît la véritable liberté, car tu ne vis plus avec l'anxiété de plaire, ni avec la peur de décevoir. Faire de toi-même ta priorité absolue signifie organiser ta vie de l'intérieur, te lever avec la certitude que ton énergie sera investie dans ce qui te construit, pas dans ce qui t'épuise.
Cela signifie arrêter de courir après l'approbation, arrêter de mendier de l'attention et te concentrer sur ce qui te renforce. Quand tu comprends cela, chaque action, chaque décision et chaque renoncement deviennent un acte de respect de soi. Et il y a une conséquence inévitable. Quand tu te choisis, le monde le remarque. Ta présence devient plus forte, tes mots ont plus de poids, ton regard plus de clarté. Tu n'es plus quelqu'un qui demande la permission d'exister, tu es quelqu'un qui trace un chemin. Et même si cela dérange beaucoup de gens, cela attire ceux qui valorisent l'authenticité. C'est la première leçon dans la bataille contre toi-même. Ce n'est pas doux ni complaisant, c'est dur et agressif, parce que cela exige de rompre avec les vieilles habitudes et les excuses. Fais de toi ta priorité absolue, et tu verras comment tout le reste commence à prendre la place qui lui revient vraiment. Parce que si tu ne te choisis pas en premier, personne d'autre ne le fera. 2. Définis un but clair et engage-toi envers lui. La vie sans but est comme un train qui avance sans rail. Il avance avec bruit et vitesse, mais n'arrive jamais à destination. Tu peux t'efforcer, tu peux dépenser de l'énergie, tu peux même simuler le mouvement. Mais tout reste en rond sans sens. C'est la réalité de ceux qui vivent sans une direction définie. Ils se fatiguent, se frustrent, se comparent aux autres et sentent que la vie leur pèse, alors qu'en réalité, ce qui leur manque n'est pas la force, mais la direction. Définir un but est comme marquer sur la carte l'endroit vers lequel tu marches. C'est avoir un phare qui brille même au milieu de l'obscurité. Il ne s'agit pas de belles phrases ni de rêves lointains. Il s'agit de clarté brutale, savoir ce que tu veux, pourquoi tu le veux et ce que tu es prêt à sacrifier pour l'atteindre. Et voici l'important, car il ne suffit pas de le définir dans l'esprit, tu dois t'engager envers lui comme si c'était une promesse sacrée. Un but sans engagement est de la fumée, et un engagement sans but est de l'usure sans sens. Le monde est plein de personnes qui vivent en accomplissant les plans des autres parce qu'elles n'ont jamais osé écrire le leur. Et quand tu ne décides pas ce que tu veux, quelqu'un d'autre décide pour toi. Les modes, les attentes familiales, la pression sociale ou la simple peur de l'échec finissent par dessiner un destin qui ne t'appartient pas. Puis vient la question qui fait mal. À quel moment as-tu laissé ta vie devenir une copie ? C'est la conséquence de ne pas prendre la responsabilité de définir un but. Un but clair ne garantit pas le confort, au contraire, il exige de la discipline, il exige de couper les distractions, il exige de laisser de côté le superficiel. C'est dire non à l'immédiat pour dire oui à l'important. C'est ici que se montre le vrai caractère d'un individu, car tout le monde peut se laisser emporter par la facilité. Mais seuls ceux qui ont un but ferme restent debout lorsque le chemin devient rude. Le stoïcisme le savait. Tu ne contrôles pas le monde extérieur, mais tu contrôles ta capacité à décider avec quelle intention tu vis chaque jour. T'engager envers un but signifie déclarer la guerre à l'indécision. Cela signifie que même si l'enthousiasme s'épuise, tu continues. Même si les doutes crient, tu avances. Même si personne ne te soutient, tu persistes. C'est te lever les jours où tout en toi veut t'abandonner, parce que tu as compris que ta parole envers toi-même vaut plus que n'importe quelle circonstance. L'engagement est la ligne qui sépare celui qui parle de celui qui agit, celui qui rêve de celui qui réussit. L'erreur commune est de croire que le but doit être gigantesque, quelque chose qui impressionne tout le monde. En réalité, il suffit qu'il soit authentique et clair. Il peut s'agir d'améliorer ta discipline quotidienne, de lancer un projet, de prendre soin de ton corps, de construire une vie cohérente avec tes valeurs. L'essentiel n'est pas que le monde l'applaudisse, mais que tu saches où tu vas. Quand tu as ce but et que tu t'engages envers lui, tout change. Tu ne perds plus de temps à te comparer, tu ne doutes plus autant de toi, tu ne cèdes plus à chaque impulsion. Tu sais où tu vas, et cette certitude te donne du pouvoir. Même dans l'échec, tu trouves un sens, parce que tu comprends que chaque faux pas fait partie du même chemin. Ce n'est pas un détour. Celui qui vit avec un but marche avec une autre force, et cette force se remarque. Il peut chanceler, il peut tomber, mais il se relève toujours dans la même direction.
Cette constance le rend inarrêtable, car il ne dépend pas de motivation passagère, mais d'une décision prise. Alors définis ton but, engage-toi envers lui et ne le lâche pas, car sans cette clarté, tu es juste un spectateur de ta vie, mais avec elle, tu deviens l'architecte de ton propre destin. 3. Apprends à disparaître du bruit. L'esprit est comme un verre d'eau transparent, mais il suffit de le secouer et de le remplir de terre pour qu'il perde toute clarté. C'est ce qui se passe lorsque tu vis entouré de bruit, d'opinions, de critiques, de distractions constantes, qui t'empêchent de voir clairement ce qui compte vraiment. Le bruit ne vient pas toujours de l'extérieur, il naît aussi en toi, dans cette voix qui répète des doutes, dans cette anxiété qui t'exige d'être partout, connecté à tout et attentif à tous, sauf à toi-même. Disparaître du bruit ne signifie pas fuir le monde, cela signifie choisir fermement quelle voix tu laisses entrer dans ta vie. Aujourd'hui, la société récompense l'exposition, l'excès de parole, le besoin constant de se montrer. Mais ce que personne ne te dit, c'est que plus tu te laisses entraîner par ce cycle de distraction, moins tu entends ta propre voix. Et là, tu perds la bataille, car l'esprit qui ne se repose jamais dans le silence finit par s'épuiser, devient faible et manipulable. Tu as besoin d'apprendre à te retirer, à disparaître quand c'est nécessaire, à créer un espace où seul l'essentiel existe. Les grandes avancées naissent dans le silence, pas dans le tumulte. La clarté surgit lorsque tu es capable de t'éloigner du chaos et de regarder calmement ce qui compte vraiment. C'est la différence entre celui qui réagit à tout et celui qui prend des décisions fermement. Le premier est piégé, le second est maître de sa route. Mais disparaître du bruit demande du courage, car cela implique de décevoir ceux qui s'attendent à ce que tu sois toujours disponible. Cela implique d'éteindre l'écran, de fermer la porte, de dire non à des réunions inutiles, de rejeter des conversations vides. La plupart des gens ne supportent pas d'être seuls avec eux-mêmes parce que c'est là que surgissent les pensées qu'ils tentent tant d'éviter. Et c'est précisément là le point. Si tu n'apprends pas à être avec toi-même en silence, tu ne te maîtriseras jamais. Le silence n'est pas vide, c'est du pouvoir. Dans le silence, tu peux analyser tes actions, comprendre tes erreurs, reconnaître tes progrès et te reconnecter à ton but. C'est dans ces moments que ton esprit se renforce, car tu cesses de dépendre du bruit externe pour sentir que tu avances. Alors que d'autres cherchent une validation constante, tu trouves ta direction dans ta propre réflexion. Le stoïcisme enseignait que le sage ne se laisse pas entraîner par la foule, mais qu'il marche d'un pas ferme même s'il le fait seul. Disparaître du bruit, c'est choisir la qualité sur la quantité, c'est se concentrer sur ce qui construit au lieu de se perdre dans ce qui distrait. Et c'est aussi une forme de respect envers toi-même, parce que tu valorises ton énergie et ton temps comme des ressources que tu ne peux pas gaspiller. Apprendre à disparaître du bruit est en réalité un acte de rébellion. C'est rejeter le mandat moderne d'être disponible 24 heures sur 24, c'est refuser d'être esclave de la superficialité. Et chaque fois que tu choisis le silence sur la distraction, ton esprit gagne en force. Parce que la véritable clarté ne vient pas d'écouter plus de voix, mais d'apprendre à écouter la tienne. 4. Travaille en silence et laisse tes résultats parler. Le tonnerre fait beaucoup de bruit, mais c'est l'éclair qui frappe vraiment fort. C'est ainsi que fonctionne la vie. La plupart préfèrent faire du bruit avec des mots, des promesses et des apparences. Mais à la fin, ce qui compte vraiment, ce sont les résultats. Le bruit impressionne pour un instant, les faits restent pour toujours. Travailler en silence est une stratégie que très peu maîtrisent, car elle exige de la patience, de l'humilité et de la discipline. Dans un monde où tout le monde cherche une reconnaissance immédiate, se démarquer sans l'annoncer semble étrange, mais c'est précisément ce qui te donne un avantage. Celui qui se concentre sur la parole dépense son énergie à convaincre. Celui qui se concentre sur l'action garde toute sa force pour exécuter. Et dans la bataille contre toi-même, chaque action accomplie en silence est une victoire bien plus grande que n'importe quel applaudissement éphémère. Quand tu apprends à travailler en silence, tu te libères de la pression de prouver.
Tu n'as pas besoin d'exhiber chaque pas, ni de justifier chaque mouvement. Tu te concentres sur l'essentiel, le processus. Et le processus, bien qu'il soit lent et difficile, produit toujours des fruits. La différence est que ces fruits arrivent de manière solide, pas comme des châteaux de fumée érigés par des apparences. Le travail silencieux est aussi un bouclier contre les critiques. Quand tu ne donnes pas d'explications inutiles, quand tu ne révèles pas chaque plan, tu désarmes ceux qui attendent seulement une erreur pour la souligner. Personne ne peut saboter ce qu'il ne connaît pas. Le silence protège, parce que pendant que les autres spéculent, tu avances. Pendant qu'ils se distraient en jugement, tu construis. Le stoïcisme valorisait cette façon d'agir. Moins de mots, plus d'action. Marc Aurèle l'exprimait en se rappelant à lui-même qu'il devait vivre comme s'il était déjà prêt pour chaque épreuve, ne perdant pas de temps en discussions vaines, mais en actions qui feraient la différence. Cette leçon est claire. La vraie grandeur n'a pas besoin de publicité. Mais travailler en silence ne signifie pas se cacher par peur. Cela signifie avancer avec calme et fermeté sans avoir besoin d'approbation externe. Cela signifie que ta motivation ne dépend pas des éloges, mais de ton engagement envers toi-même. Et ce type d'engagement est celui qui te renforce, parce que même quand personne ne te regarde, tu continues à accomplir. À la fin, les résultats parlent avec une voix impossible à ignorer. Peu importe combien les autres parlent, combien de critiques apparaissent, combien de bruit ils essaient de faire, les faits sont indiscutables. Et celui qui travaille en silence sait que le moment de montrer arrive seulement quand l'œuvre est terminée. Fais de ta vie un éclair et non un tonnerre. Frappe avec des résultats, pas avec des mots. Parce que dans ce monde bruyant, la victoire la plus percutante est celle qui est obtenue sans annonce, mais avec des preuves que personne ne peut contester. 5. Brise les chaînes de tes croyances limitantes. Un éléphant adulte, capable d'arracher un arbre de ses racines, reste attaché à une simple corde parce qu'on lui a appris depuis son plus jeune âge à croire qu'il ne pouvait pas s'échapper. C'est la force d'une croyance limitante. Peu importe ta capacité réelle, si ton esprit est enchaîné, tu ne feras jamais un pas en avant. Et c'est ainsi que vivent des millions de personnes, fortes en potentiel mais faibles en action, prisonnières de pensées héritées, de phrases qu'elles ont entendues dans leur enfance ou de défaites passées qu'elles ont transformées en sentences. Les croyances limitantes ne sont pas des vérités, ce sont des cages mentales. Tu n'es pas assez, tu ne peux pas le faire, ce n'est pas pour toi. Ce sont des mots qui se plantent au plus profond de toi et conditionnent ta vie comme s'ils étaient des lois universelles. Mais voici la réalité. Ces chaînes n'existent que dans ton esprit. Le jour où tu décides de les briser, tu découvres que la porte a toujours été ouverte. Le problème n'est pas que le monde t'arrête, c'est que tu acceptes de vivre enchaîné. Briser ces chaînes demande du courage, car cela signifie remettre en question ce que tu as cru pendant des années. Cela signifie regarder autour de toi et reconnaître qu'une grande partie de ce que tu as accepté comme vérité était simplement la voix des autres, pas la tienne. Cela signifie te rendre compte que bien souvent tu n'as pas échoué parce que tu ne pouvais pas, mais parce que tu t'étais convaincu à l'avance que tu allais échouer. Le stoïcisme enseignait que la plus grande liberté est celle de la pensée. Si ton esprit est dominé par la peur et le doute, tu seras esclave même si tu as tout le reste. Mais si tu réussis à libérer ta pensée, même si tu manques de ressources externes, tu es déjà invincible. La bataille contre toi-même se livre justement là, à ne pas permettre que les vieilles chaînes dictent l'avenir que tu peux encore construire. Il ne s'agit pas de répéter des phrases motivantes vides, mais de te confronter à l'évidence. Demande-toi, qui a dit que tu ne pouvais pas? Qui a décidé que tu n'étais pas assez? La plupart de ces réponses pointent vers des voies externes qui ne devraient même pas gouverner ta vie. Et quand tu le comprends, quelque chose change. Tu te rends compte que la vraie prison a toujours été l'obéissance aveugle à ces voix. Chaque fois que tu agis, malgré la croyance qui essaie de t'arrêter, une chaîne se brise. Chaque pas que tu fais vers ce que tu craignais devient la preuve que la limitation était dans ton esprit, pas dans la réalité. Et plus tu le pratiques,
plus tu deviens fort, jusqu'à ce qu'un jour, ces voix perdent leur pouvoir sur toi. Briser tes croyances limitantes n'est pas un acte de rébellion contre le monde, c'est un acte de libération contre toi-même. C'est choisir d'être maître de ton esprit plutôt qu'esclave de vieilles idées. Parce qu'au final, la seule chose qui t'empêche vraiment d'avancer n'est pas ce qui est à l'extérieur, mais ce que tu décides de continuer à croire en toi. 6. Transforme chaque devrait en doit. Les promesses brisées ne sont pas toujours faites aux autres. La plupart sont brisées en silence avec soi-même. Je devrais commencer. Je devrais améliorer. Je devrais changer. Ces phrases sonnent comme un engagement, mais en réalité, elles sont des chaînes d'auto-tromperie qui vous lient à l'inaction. Plus vous les répétez, plus vous entraînez votre esprit à se contenter de l'illusion d'avoir décidé, alors qu'en réalité, vous n'avez pas bougé d'un pas. Le devrait est confortable car il n'engage pas, c'est comme une excuse en costume élégant. Il vous calme pour un moment, vous fait sentir que vous essayez, mais à la fin de la journée, il ne change rien. Et chaque fois que vous l'utilisez, vous cédez du terrain dans la bataille contre vous-même. Parce que la vérité est dure. La vie ne se transforme pas avec des intentions, elle se transforme avec des actions. Dire « je dois » est différent, c'est une déclaration de guerre. Cela signifie que ce qui était auparavant facultatif est maintenant obligatoire. Que peu importe si vous avez envie ou si la journée se complique, vous allez le faire parce que c'est un ordre qui vient de vous. Le doit élimine la négociation interne, coupe la conversation avec la paresse et entraîne votre caractère à s'obéir à lui-même. La différence entre les deux mots est la ligne qui sépare ceux qui continuent à rêver et ceux qui construisent. Les premiers collectionnent les excuses, les seconds accumulent les victoires silencieuses. Les premiers attendent que la motivation arrive, les seconds agissent même s'ils ne la ressentent pas. Et c'est cela qui marque vraiment le destin d'une personne, non pas ce qu'elle planifie, mais ce qu'elle exécute. Le stoïcisme l'enseignait clairement. Marc Aurèle se rappelait chaque matin qu'il devait se lever et remplir son rôle dans la vie, même si son corps demandait du repos. Ce « doit » ne dépendait pas des émotions, c'était un commandement intérieur. Car le devoir est la seule chose qui soutient l'être humain lorsque les circonstances extérieures deviennent adverses. Changer votre langage interne de « devrait » à « doit » est plus qu'une correction de mots. C'est une déclaration d'identité. C'est décider que vous ne vous permettrez pas d'excuses, que votre parole envers vous a le même poids qu'un serment. Chaque fois que vous respectez un doigt, votre confiance grandit parce que vous vous prouvez que vous êtes quelqu'un sur qui vous pouvez compter. La vie ne se mesure pas par ce que vous pensiez faire, mais par ce que vous avez réellement fait. Tant que vous vivrez dans le monde du devrait, vous resterez coincé dans des intentions mortes. Lorsque vous transformez tout en doit, vous arrêtez d'attendre et commencez à conquérir. Et c'est la différence entre ceux qui parlent de ce qu'ils veulent être et ceux qui, sans faire de bruit, y parviennent. 7. Filtre les critiques et continue ton chemin. Les flèches qui ne traversent pas ta peau peuvent tout de même blesser si tu décides de les porter sur ton dos. C'est ainsi que fonctionnent les critiques. Elles ne tuent pas par ce qu'elles disent, mais par l'espace que tu leur accordes en toi. Chaque mot de quelqu'un qui n'a jamais marché dans tes chaussures, chaque commentaire lancé depuis le confort de la médiocrité, peut devenir un fardeau qui te détourne de ton chemin si tu n'apprends pas à filtrer. La plupart des gens sont prisonniers des opinions des autres. Ils changent de cap à cause d'un commentaire, abandonnent un rêve par peur de la moquerie, taisent leurs idées par peur du rejet. Et là, ils perdent la bataille parce qu'ils confient le gouvernail de leur vie à ceux qui ne rameront jamais pour eux. La vérité est simple. Personne ne se souvient de ceux qui ont été paralysés par les critiques, mais le monde respecte ceux qui ont avancé malgré elles. Filtrer les critiques ne signifie pas tout ignorer, cela signifie distinguer ce qui construit de ce qui détruit. Il y a des mots qui servent de miroir, qui te montrent des erreurs réelles et t'aident à grandir. Mais la plupart n'ont pas cette valeur, la plupart ne font que donner leur avis pour projeter leur frustration.
Si tu n'apprends pas à séparer l'utile du toxique, ton esprit devient une décharge de voix qui n'ont jamais mérité de place. Le stoïcisme enseignait que l'extérieur n'a pas de pouvoir sur toi, à moins que tu ne le lui accordes. Épictète le disait clairement. Ce ne sont pas les choses qui nous blessent, mais l'interprétation que nous en faisons. Chaque critique est neutre jusqu'à ce que tu décides de la porter comme vérité. Et si tu apprends à les voir avec froideur, tu découvres que la plupart des opinions en disent plus sur le critique que sur toi. Mais ne nous leurrons pas, filtrer les critiques demande du courage. Cela nécessite d'accepter que tu ne vas pas plaire à tout le monde, qu'il y aura des gens qui te pointeront du doigt, que même des personnes proches peuvent essayer de t'arrêter avec des commentaires déguisés en conseils. Cela nécessite d'être prêt à marcher avec assurance en sachant que ta vie ne se mesure pas par l'approbation externe, mais par la cohérence avec ton but. Chaque fois que tu choisis de suivre ton chemin malgré les critiques, tu renforces ton caractère. Tu te rends compte que tu n'as pas besoin que quelqu'un applaudisse ton processus, que l'important n'est pas de convaincre les autres, mais de rester fidèle à ce que tu as décidé de construire. Cette liberté intérieure est ce qui distingue ceux qui laissent une trace de ceux qui se perdent dans le bruit. La clé est de se rappeler que ton énergie est limitée. Si tu la dépenses à te défendre de chaque opinion, tu n'auras jamais la force d'avancer. Filtre intelligemment. Prends ce qui t'aide à t'améliorer et lâche ce qui cherche seulement à t'arrêter. Parce que le chemin devient plus clair lorsque tu arrêtes de porter des flèches qui ne t'appartiennent pas. Au final, la seule chose qui prouve la vérité de ta vie ne sont ni tes explications ni tes défenses, ce sont tes résultats. Et ces résultats sont atteints lorsque tu apprends à marcher léger, sans le poids des critiques inutiles. Suis ton chemin, car la voie la plus forte sera toujours celle de tes actes, pas celle de ceux qui n'ont jamais osé essayer. 8. Persévère même quand tu ne le veux pas. Les montagnes ne sont pas conquises à la première tentative. Elles ne se plient pas à la fatigue des pas. Celui qui atteint le sommet n'est ni le plus rapide ni le plus fort, mais celui qui refuse de s'arrêter même lorsque chaque muscle demande à abandonner. C'est ainsi que se définit la persévérance, la force invisible qui sépare ceux qui restent à mi-chemin de ceux qui vont jusqu'au bout. Persévérer même quand tu ne le veux pas est le coup le plus sûr que tu peux porter dans la bataille contre toi-même. Parce qu'il est facile d'avancer quand il y a de la motivation, quand l'émotion est forte, quand l'environnement est favorable. La difficulté commence les jours gris, quand il n'y a pas d'envie, quand les excuses semblent plus grandes que les objectifs, quand l'esprit insiste pour s'arrêter. C'est là que se mesure ton véritable caractère, c'est là que se définit qui tu es. La plupart abandonnent à ce stade. Ils abandonnent des projets parce qu'ils ont perdu leur enthousiasme initial. Ils abandonnent des rêves parce qu'ils n'ont pas vu de résultats rapides. Ils changent de direction chaque fois qu'ils ressentent de l'inconfort. Et c'est compréhensible parce que renoncer est tentant, c'est immédiat. C'est une façon de se débarrasser du poids. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que chaque abandon devient une blessure à la confiance, une cicatrice qui répète en silence « Tu n'as pas pu ». Persévérer, en revanche, c'est construire une identité. Chaque fois que tu agis malgré le manque d'envie, tu renforces ton caractère. Tu envoies un message direct à ton esprit « Ici, c'est moi qui commande, pas mes émotions passagères ». Et ce message, répété encore et encore, devient la base de ta force. Ce n'est pas de la magie, c'est de la répétition constante. Ce qui semblait impossible hier devient une partie de ta routine demain, parce que tu as décidé de ne pas céder. Le stoïcisme a toujours parlé de cette résistance silencieuse, non pas comme un sacrifice vide, mais comme la vertu de rester ferme face à l'adversité. Marc Aurèle se rappelait à lui-même que la vie ne promet pas la facilité, et que chaque obstacle est un test pour grandir en discipline et en courage. La persévérance, c'est exactement cela. Voir dans la difficulté un terrain d'entraînement et non un mur qui t'oblige à reculer. N'attends pas de motivation tous les jours, car c'est une ressource aussi fragile que l'émotion.
Ce qui soutient vraiment, c'est la discipline de continuer, même si tu ne le veux pas, même si ça fait mal, même si ça semble inutile. La persévérance est la constance appliquée dans les moments où personne n'attend rien de toi. C'est continuer à courir dans la tempête quand les autres ont déjà cherché refuge. Et le plus puissant dans la persévérance, c'est que tu accumules de petites victoires. Tu ne le remarques peut-être pas au début, mais chaque jour où tu avances un peu plus, même si tu ne le veux pas, tu construis un mur de confiance impossible à abattre. La prochaine fois que tu seras confronté à une difficulté, tu ne douteras pas, parce que tu sais déjà que tu es capable de résister. La persévérance est l'arme qui transforme les gens ordinaires en personnes extraordinaires. Il ne s'agit pas de talent, ni de chance, ni de circonstances parfaites. Il s'agit de refuser de renoncer. Même si ton esprit te crie d'arrêter, même si ton corps te demande du repos, même si le monde se moque de ton effort, tu continues. Et ce simple acte de continuer, quand tout en toi veut abandonner, c'est ce qui fait de toi quelqu'un d'insurmontable. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la force de tes mains, ni dans l'apparence que tu projettes, mais dans les mots que tu choisis et comment tu les utilises. Une seule phrase peut ouvrir des portes que l'argent ou le statut ne pourraient jamais atteindre. Une expression dite avec authenticité peut abattre des défenses, générer de l'attraction, éveiller le respect ou marquer l'influence de manière silencieuse mais percutante. C'est ce que beaucoup ignorent, que le langage est une arme à double tranchant, capable de construire des empires émotionnels ou de te réduire à l'oubli en quelques secondes. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de théories vides ni de conseils superficiels. Nous allons entrer dans l'essentiel, dans ces expressions qui, utilisées au bon moment, changent complètement la dynamique de toute relation, qu'elle soit personnelle, professionnelle, sociale ou même dans le domaine de la séduction. Parce que tandis que la majorité gaspille sa voix en paroles creuses, toi, tu apprendras à maîtriser des phrases qui sont des clés, qui sont des déclencheurs, qui sont le pont vers la connexion réelle. Le stoïcisme le comprenait bien. Il ne s'agit pas de parler pour parler, mais d'utiliser la parole comme outil de vertu, avec clarté et but. Marc Aurèle nous rappelait que l'esprit donne forme à la vie. Je te dis que ton langage donne forme à tes relations. C'est pourquoi ce que tu découvriras ici n'est pas une simple liste de phrases, mais la façon de les utiliser comme des armes de persuasion et surtout comme un reflet de ton authenticité. Reste jusqu'à la fin, car je vais te montrer 8 expressions qui non seulement transforment la façon dont les autres te perçoivent, mais aussi la façon dont tu comprends ton propre pouvoir de communication. 1. Je te comprends. La clé de la connexion. Un mur ne s'effondre pas sous les coups de force, mais avec la fissure précise qui l'affaiblit de l'intérieur. C'est ainsi que fonctionne le cœur humain. Peu importe les défenses que quelqu'un peut ériger, peu importe les masques qu'il utilise pour cacher ce qu'il ressent, il y a une phrase qui pénètre comme de l'eau dans la roche et ouvre un espace de confiance qui semblait impossible. Cette phrase est simple mais puissante. Je te comprends. Ce n'est pas un ornement, ce n'est pas une courtoisie, c'est une déclaration qui touche la fibre la plus intime de toute personne, car nous aspirons tous à être compris. Quand tu dis « je te comprends » avec authenticité, tu n'affirmes pas que tu partages la même histoire, ni que tu as vécu les mêmes batailles, mais que tu reconnais l'émotion qui se cache derrière ce que l'autre exprime. C'est ce dont l'âme a besoin, validation. La psychologie l'explique clairement, l'être humain cherche à être vu, reconnu et entendu. Il n'y a pas de plus grand soulagement que de sentir que quelqu'un a capté l'essence de ce que nous portons. En prononçant ces mots, tu n'offres pas une solution, tu offres quelque chose de plus précieux, la compagnie au milieu du poids émotionnel. Le stoïcisme le soulignait également d'un autre point de vue. Épictète disait que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent ou ressentent, mais nous pouvons décider comment répondre. Et l'une des réponses les plus sages est la compréhension. Tu ne discutes pas, tu n'imposes pas, tu n'essaies pas de changer quoi que ce soit. Tu te places sur le terrain de l'autre et tu reconnais son humanité. Ce geste, loin de te rendre faible, te donne un pouvoir silencieux.
celui de générer confiance, attirance et respect sans forcer quoi que ce soit. Dans la vie quotidienne, je te comprends est plus qu'une phrase, c'est un pont. Sur le plan personnel, cela peut arrêter une dispute avec ton partenaire et la transformer en un moment de proximité. Sur le plan social, cela peut faire que quelqu'un qui se sentait isolé se rapproche davantage de toi. Sur le plan professionnel, cela peut faire de toi un leader digne de suivre, car tu ne donnes pas seulement des ordres, tu te connectes avec les émotions de ton équipe. Même dans le domaine de la séduction, cette expression désarme toute barrière, car elle montre que tu ne cherches pas à impressionner avec arrogance, mais à te connecter avec sensibilité et fermeté. L'erreur est de l'utiliser comme une formule vide, car elle perd sa force. Le pouvoir de cette expression réside dans le ton, dans le regard, dans le silence qui l'accompagne. Si tu dis « je te comprends » tout en regardant ton téléphone ou alors que ton esprit est ailleurs, la phrase devient une insulte déguisée. Mais si tu le dis avec attention, avec calme, avec la présence totale de quelqu'un qui est vraiment là, ce que tu offres ne sont pas seulement 2 mots, mais une étreinte invisible qui touche l'âme. Celui qui sait utiliser cette clé ouvre des portes que les autres ne voient même pas, parce que la plupart répondent par des jugements, des comparaisons ou des phrases comme ça passera. Mais toi, avec un simple « je te comprends », tu montres que tu es à un niveau différent. Un niveau où tu n'essaies pas de minimiser ou de rivaliser avec la douleur ou la joie de l'autre, mais de l'accompagner. Et cet acte, bien qu'il semble petit, devient l'une des formes les plus pures d'influence. Dans un monde saturé de bruit, où tout le monde parle pour être entendu, être la voix qui dit « je te comprends », c'est être l'oasis au milieu du désert. C'est prouver que la véritable connexion ne vient pas d'avoir toutes les réponses, mais d'offrir la certitude que personne n'a apporté seul son histoire. Et quand tu réussis à faire sentir cela à quelqu'un avec toi, tu n'es plus un simple connaissant, tu deviens quelqu'un d'impossible à oublier. 2. Cela a du sens. Le reflet qui attire. Le regard trouve dans le miroir quelque chose de plus qu'une simple image. Il trouve une validation. Il n'invente rien. Il ne maquille pas la vérité. Il reflète simplement ce qui est devant lui. Et cet acte, en apparence si simple, est ce que nous cherchons tous au fond. Sentir que ce que nous sommes ou ce que nous pensons a une place dans la réalité. Dire « cela a du sens » remplit exactement ce rôle, car il agit comme un reflet émotionnel qui confirme la logique, l'émotion ou la vision de l'autre. Ce n'est ni soumission, ni conformisme, c'est affinité. Lorsque vous prononcez ces mots avec conviction, l'esprit de celui qui vous écoute ressent un soulagement. La psychologie enseigne que la validation réduit la tension et génère de l'ouverture, car l'être humain a besoin de savoir que ses pensées ne tombent pas dans le vide. Il ne s'agit pas d'être d'accord avec tout, mais de reconnaître que ce qui est exprimé est cohérent du point de vue de celui qui le vit. Cette simple acceptation ouvre des portes qui autrement resteraient fermées. Les stoïciens avaient déjà une intuition similaire. Épictète enseignait que résister à ce qu'on ne peut changer est une perte d'énergie et accepter la nature des choses est un signe de sagesse. En disant « cela a du sens », vous n'acceptez pas seulement la vision de l'autre, vous reconnaissez aussi son humanité. Ce geste désarme la confrontation, car vous ne luttez pas contre l'ego de l'autre, mais vous le calmez. Et dans un monde où tout le monde se bat pour imposer sa raison, celui qui sait valider devient quelqu'un de magnétique. Le pouvoir de cette expression se fait sentir dans tous les domaines. Sur le plan personnel, elle peut transformer une discussion en un rapprochement inattendu, car l'autre cesse de se sentir attaqué et commence à se sentir écouté. Sur le plan social, elle transforme une conversation superficielle en une conversation profonde, où la confiance coule naturellement. Sur le plan professionnel, elle augmente votre crédibilité, car un leader qui reconnaît la valeur des idées des autres inspire plus que celui qui essaie de prouver qu'il sait toujours plus. Même en matière de séduction, cela a du sens, attire,
car il montre une ouverture, une sensibilité et une capacité d'écoute que peu de gens pratiquent. Cependant, la clé est de ne pas la vider de son contenu. Dire « cela a du sens » comme une béquille répétée sans présence tue sa force. L'essentiel est le ton, la pose, le regard qui accompagne. Lorsque vous le dites consciemment, après avoir traité ce que l'autre partage, votre validation devient un pont invisible qui rapproche. Lorsque vous le dites sans réfléchir, avec froideur ou distraction, il devient une insulte déguisée. L'ego humain cherche toujours une confirmation, et cette phrase la donne sans tomber dans la flatterie bon marché. C'est une reconnaissance qui ne promet pas l'obéissance, mais le respect. Cela en fait un reflet puissant qui attire, car nous avons tous besoin de sentir que ce que nous ressentons ou pensons n'est pas absurde. L'affinité naît là, dans cette petite étincelle de reconnaissance qui ouvre la porte à la confiance. Sénèque affirmait qu'aucun esprit n'est aussi fort que celui qui sait harmoniser avec un autre. Cette harmonie ne signifie pas perdre son identité, mais trouver des points communs au milieu des différences. C'est exactement ce que représente « cela a du sens ». Cela n'implique pas un accord total. Cela implique « je comprends ta logique, je reconnais ta perspective ». Cette nuance fait la différence entre un lien superficiel et un lien profond. Dans la vie quotidienne, ceux qui savent utiliser ces mots deviennent mémorables. Ce sont ceux qui font que les gens parlent avec eux sans regarder le temps, car chaque phrase reçue avec un « cela a du sens » devient une invitation à continuer à partager. 3. Tu as raison. Le pouvoir de céder. Un nœud se serre davantage lorsque tu tires fort dessus, mais commence à se desserrer lorsque tu relâches la tension. C'est ainsi que fonctionne l'ego humain. Plus tu l'attaques, plus il se défend, et plus tu le valides, plus il s'ouvre. Dire « tu as raison » est ce geste qui desserre le nœud invisible de la confrontation. Ce n'est ni une reddition ni une faiblesse, c'est de l'intelligence émotionnelle appliquée dans sa forme la plus pratique. Car choisir de valider ce qui est correct chez l'autre renforce la relation au lieu de l'épuiser dans une lutte inutile. L'orgueil a ruiné plus de liens que la distance, car la plupart croient que céder équivaut à perdre. Cependant, la réalité est autre. Celui qui sait quand reconnaître la raison de l'autre gagne du respect, de la crédibilité et de la confiance. La psychologie montre que l'acceptation des réussites d'autrui active un effet de réciprocité. L'autre personne ressent le besoin de te rendre cette même ouverture. Il ne s'agit pas d'annuler ton point de vue, mais de faire un pas de côté pour reconnaître la valeur de l'argument contraire. Le stoïcisme soutient cette vision avec clarté. Marc Aurèle rappelait que la vérité ne nuit pas à celui qui l'accepte, seulement à celui qui s'obstine à la nier. Reconnaître que quelqu'un d'autre a raison est un acte de vertu, car il montre que tu cherches la vérité au-dessus de ta vanité. Épictète disait aussi que la sagesse commence quand tu apprends à écouter et à voir avec humilité. C'est exactement ce qui se passe avec « tu as raison ». Tu places la vérité au centre, pas ton orgueil. Et cette action, loin de te rendre petit, te rend plus grand aux yeux des autres. Dans la vie personnelle, cette expression est capable de désarmer une dispute de couple et de la transformer en réconciliation. Un simple « tu as raison » sincère suffit pour éteindre le feu de l'orgueil et ouvrir la porte à la tranquillité. Dans le domaine social, elle génère un effet de sympathie immédiate, car celui qui entend cette validation sent qu'il est face à quelqu'un de juste, qui reconnaît sans peur. Dans le domaine professionnel, elle transforme un leader en référent, car elle démontre qu'il n'a pas peur d'accepter quand un autre apporte quelque chose de mieux. Même dans la séduction, la phrase ouvre un espace de complicité, car en cédant sans drame, tu révèles de la sécurité et non une dépendance de ton ego. Le danger est de l'utiliser de manière fausse. Si tu dis « tu as raison » pour t'en sortir ou pour éviter un conflit, l'autre personne le remarquera. Et au lieu de confiance, tu généreras du mépris. Le pouvoir de ces mots réside dans la sincérité, dans le fait que tu identifies vraiment le point correct de l'autre et que tu le reconnaisses. Cette transparence multiplie la force du message. Il ne s'agit pas de toujours donner raison,
mais de reconnaître quand ils l'ont et de ne pas craindre de le dire à voix haute. L'ego a peur de céder parce qu'il l'interprète comme une défaite, mais en réalité, c'est un investissement dans la relation. Lorsque tu valides l'autre, tu crées un terrain de confiance où plus tard, ta propre voix sera entendue avec une plus grande ouverture. C'est un mouvement stratégique, pas un sacrifice. En fait, peu de choses attirent plus que la sécurité de quelqu'un qui n'a pas besoin de gagner toutes les discussions pour se sentir fort. Sénèque l'aurait résumé en disant qu'on ne perd rien à accepter la vérité, car la vérité n'est jamais la propriété d'un seul. Dire « tu as raison », c'est embrasser ce principe, c'est lâcher le besoin infantile d'avoir toujours le dernier mot et le remplacer par la maturité de construire des ponts au lieu de murs. Cette attitude, dans n'importe quel contexte, fait d'une personne quelqu'un de fiable, d'influent et de mémorable. Au final, les liens ne se renforcent pas avec des victoires verbales, ils se renforcent avec le respect. Et le respect naît de la reconnaissance mutuelle. 4. Je t'écoute. La présence totale. La plupart des gens vivent comme s'ils portaient des écouteurs invisibles, n'entendant que ce qui confirme leurs idées et filtrant le reste. C'est pourquoi, quand quelqu'un dit « je t'écoute avec authenticité », quelque chose d'extraordinaire se produit. Le bruit s'arrête et la personne en face sent, peut-être pour la première fois depuis longtemps, qu'elle compte vraiment. Nous ne parlons pas d'entendre des sons, mais d'être présent, avec tout le corps, avec le regard, avec une attention complète. Cette phrase, accompagnée de silence et d'un intérêt sincère, est un cadeau dans un monde où tout le monde parle et presque personne n'écoute. Dire « je t'écoute » est un acte de pouvoir, même si beaucoup ont du mal à le comprendre. La psychologie démontre que les personnes qui se sentent écoutées ressentent une augmentation immédiate de la confiance et de la proximité. En revanche, celui qui se sent ignoré érige des murs de méfiance que 1000 mots ne parviennent pas à abattre. Lorsque vous offrez une écoute active, vous ne validez pas seulement ce que l'autre exprime, vous communiquez aussi du respect. Le stoïcisme considérait l'écoute comme une discipline d'autocontrôle. Épictète enseignait qu'avant de répondre, il fallait comprendre, car réagir sans écouter, c'est tomber sous l'emprise de l'impulsivité. Dire « je t'écoute » et le faire implique une maîtrise de soi, car tu tais ton besoin de parler pour donner de l'espace à l'autre. C'est de l'humilité pratique, pas théorique. Et ce geste, bien qu'il semble petit, a un impact gigantesque sur tout type de relation. Dans la vie personnelle, un « je t'écoute » peut sauver un lien. Il peut transformer une plainte en une opportunité de compréhension. Il peut éteindre la tension dans un conflit et ouvrir la porte à la réconciliation. Socialement, cela fait que les gens se rapprochent de toi parce qu'ils découvrent que tu es différent dans une mer de voix qui ne veulent que s'imposer. Professionnellement, cela fait de toi un véritable leader, car l'équipe sent que tu ne travailles pas seulement avec eux, mais que tu les considères. Et dans le domaine de la séduction, peu de choses sont aussi irrésistibles qu'une personne qui ne cherche pas à briller par des monologues, mais qui brille en donnant de l'espace pour que l'autre s'exprime sans peur. Le problème est que beaucoup disent « je t'écoute » tout en pensant à quoi répondre, et cette fausseté se perçoit. La véritable force de ces mots réside dans la cohérence. Si ton regard se distrait, si ton corps transmet de l'impatience, la phrase perd toute sa valeur. Mais si tu l'accompagnes de silence, d'une attention pleine et de l'intérêt de quelqu'un qui veut vraiment comprendre, ce que tu donnes n'est pas seulement de l'écoute, c'est un refuge. Et un refuge est quelque chose que nous cherchons tous, même si nous ne le disons pas. Sénèque disait que 2 oreilles et une bouche sont une proportion juste pour nous rappeler que nous devons écouter plus que nous ne parlons. Ce rappel semble évident, mais peu de gens l'appliquent. Celui qui sait écouter avec présence se distingue immédiatement car il offre ce qui est rare. Et ce qui est rare devient toujours précieux. C'est pourquoi un « je t'écoute » sincère devient un aimant. Dans la vie quotidienne, la plupart des gens cherchent à impressionner avec des phrases accrocheuses, mais les véritables influenceurs savent que la clé est dans l'écoute.
Dire « je t'écoute », c'est déclarer que le moment n'est pas rempli de toi, mais ouvert à l'autre. C'est la façon la plus simple et en même temps la plus puissante de construire le respect, la confiance et l'attraction. Au final, nous nous souvenons tous de ceux qui nous ont fait nous sentir écoutés. Nous oublions facilement ceux qui ont parlé sans arrêt, mais nous n'oublions jamais celui qui nous a offert le silence, la présence et l'attention. Parce que dans ces deux mots, « je t'écoute », il n'y a pas seulement de la communication, il y a de l'humanité. 5. Le silence qui conquiert. L'acier le plus affûté ne coupe pas toujours avec mouvement. Parfois, il suffit de la tranquillité de sa lame pour imposer le respect. Ainsi est le silence, une présence qui n'a pas besoin de bruit pour se faire sentir. Alors que beaucoup pensent que le pouvoir réside dans le fait de parler plus fort, d'interrompre ou de remplir chaque espace avec des mots, la réalité prouve le contraire. Le silence, utilisé intelligemment, peut être plus séduisant, plus persuasif et plus influent que 1000 discours. Car le silence met mal à l'aise les insécurisés, apaise les sages et attire ceux qui savent lire ce qui n'est pas dit. Dans la communication humaine, le silence est un espace qui révèle plus que les mots. La psychologie le reconnaît comme une ressource qui génère de l'intrigue et oblige l'autre à prêter plus d'attention. Lorsque tu te tais au bon moment, ta présence se magnifie. Tu n'as pas besoin de trop décorer ni d'expliquer, tu laisses le vide chargé d'intention faire le travail. L'autre, conscient ou non, interprète ce silence comme de la confiance, et la confiance attire toujours. Le stoïcisme enseignait à maîtriser les émotions pour ne pas être esclave de l'impulsivité. Le silence est la pratique parfaite de ce principe. Marc Aurèle rappelait que de nombreuses discussions se dissolvent lorsqu'on choisit de ne pas réagir immédiatement. Se taire ne signifie pas faiblesse, cela signifie contrôle. Car celui qui sait quand parler et quand se taire montre qu'il maîtrise son intérieur, et cette force intérieure est visible même dans le silence. Personnellement, le silence peut sauver une relation. Face à une provocation, répondre avec calme et non avec des mots blessants évite des blessures qui seraient ensuite difficiles à guérir. Socialement, le silence génère du magnétisme. Celui qui ne parle pas tout le temps, mais qui sait se réserver, suscite de l'intrigue. Professionnellement, il montre du leadership. Le chef qui écoute en silence avant de donner son opinion transmet plus de pouvoir que celui qui parle sans cesse. En séduction, le silence est une arme mortelle. Il maintient le mystère, crée de la tension et fait que l'autre cherche à remplir cet espace avec plus d'ouverture, révélant ce qu'il ne dirait peut-être jamais s'il ne ressentait pas ce vide attentif. L'erreur est de confondre le silence avec l'indifférence. Se taire sans présence est perçu comme du désintérêt, mais se taire avec intention est perçu comme de la maîtrise. La clé réside dans les yeux, dans la posture, dans le timing juste. Si tu accompagnes le silence d'un regard ferme, d'un geste qui transmet de l'attention, l'autre ressent ta présence de manière intense. Il n'a pas besoin d'entendre ta voix pour savoir que tu es là. La société actuelle craint le silence parce qu'elle s'est habituée au bruit constant. C'est pourquoi celui qui apprend à le maîtriser devient quelqu'un de différent, mémorable, magnétique. Le silence bien utilisé peut être une pause stratégique dans une conversation, un moyen de générer de l'impact après une phrase puissante, ou simplement un espace où l'autre se sent libre de parler sans interruption. Sénèque a écrit qu'une grande partie de la sagesse consiste à ne pas parler inutilement. Ce rappel nous enseigne que chaque silence est une déclaration, car il communique le contrôle, la sérénité et la confiance. Et la vérité est que peu de choses conquièrent autant que le calme au milieu du bruit. Dans un monde où tout le monde crie pour attirer l'attention, le silence devient un luxe. Celui qui le maîtrise n'a pas besoin de chercher l'approbation, car il devient le centre naturel de la scène. Et c'est là que l'on comprend l'essence de cette expression. Le silence qui conquiert n'est pas vide. C'est une présence pure. C'est un pouvoir contenu qui attire, convainc et laisse une trace au-delà de tout mot. 6. L'authenticité qui séduit.
Un masque peut briller sur une scène, mais tôt ou tard, il se fissure et laisse voir ce qui se cache réellement derrière. En revanche, l'authenticité n'a pas besoin de fioritures, car sa force réside dans le réel. Les gens peuvent oublier ce que vous avez dit, voir ce que vous avez fait, mais ils n'oublient jamais comment ils se sont sentis avec vous, et rien ne crée un impact plus fort que le sentiment d'être en présence de quelqu'un de véritable. L'authenticité, loin d'être une simple vertu, est un aimant qui séduit parce qu'elle transmet la sécurité, la cohérence et la confiance. La société a appris à beaucoup à se déguiser pour s'intégrer. On répète des phrases répétées, on feint des attitudes qui ne correspondent pas et on fabrique des personnalités artificielles dans l'espoir de plaire davantage. Cependant, cette stratégie est une erreur. La psychologie démontre que le cerveau humain détecte facilement les incohérences, même si nous n'en sommes pas toujours conscients. Lorsqu'une personne agit de manière fausse, elle suscite la méfiance. En revanche, l'authenticité produit l'effet inverse. Elle génère une attraction immédiate, car ce qui est authentique transmet la stabilité et la vérité. Le stoïcisme le soutient depuis ses origines. Marc Aurèle écrivait que nous devions vivre selon notre nature et non selon l'opinion des autres. Épictète insistait sur le fait qu'il ne fallait pas prétendre être philosophe, mais se comporter comme tel. Ces enseignements soulignent que l'authenticité n'est pas un accessoire optionnel, mais la base d'une vie solide. Et lorsqu'elle est appliquée à la communication, elle devient une arme puissante qui conquiert sans avoir besoin de feindre. Personnellement, être authentique dans vos paroles et vos gestes crée de la confiance dans votre partenaire, car il sait que vous ne portez pas de masque. Socialement, cela vous distingue dans un monde saturé d'apparence. Les gens sont attirés par ceux qui n'ont pas peur de se montrer vulnérables, car cela démontre une véritable force. Professionnellement, l'authenticité transforme un leader en référence, car il inspire par la cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. En matière de séduction, rien n'est plus magnétique que quelqu'un qui ne cherche pas à impressionner, mais qui transmet de la valeur à partir de la vérité de ce qu'il est. L'erreur la plus courante est de confondre l'authenticité avec la brutalité. Être authentique ne signifie pas parler sans filtre ni justifier la rudesse sous le prétexte de « c'est comme ça que je suis ». Ce n'est pas de l'authenticité, c'est un manque de discipline. La véritable authenticité consiste à aligner ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites, sans masque et sans artifice, mais aussi avec respect. C'est montrer votre essence de manière claire, sans surjouer et sans vous cacher, car la cohérence parle d'elle-même. L'authenticité séduit parce qu'elle transmet la certitude. Dans un monde plein de doutes et d'apparences, quelqu'un qui se montre cohérent devient un phare. Cette cohérence fait que les autres veulent se rapprocher, écouter, faire confiance et même suivre. L'attraction qu'elle suscite ne dépend pas de techniques superficielles ni de jeux de manipulation, mais de la force silencieuse de quelqu'un qui vit en paix avec sa vérité. Sénèque l'aurait expliqué simplement, « Rien n'est plus précieux que la cohérence interne, car celui qui se connaît et s'accepte n'a pas besoin de masque. » Cette certitude ne génère pas seulement du respect, elle inspire aussi. L'authenticité ne s'achète pas, elle ne se fabrique pas, elle se construit avec la pratique quotidienne d'être soi-même dans chaque contexte. Dans la vie quotidienne, ceux qui se montrent authentiques sont ceux qui ont le plus d'impact. Ce ne sont pas ceux qui parlent le plus fort, ni ceux qui se vantent le plus, mais ceux qui transmettent une énergie de vérité. 7. L'empathie qui ouvre des portes. 2 clés peuvent sembler identiques, mais une seule s'insère dans la serrure correcte. L'empathie fonctionne de la même manière. C'est la clé précise qui ouvre des portes fermées dans l'esprit et le cœur des gens. Beaucoup essaient de forcer ces serrures avec des discours, de la pression ou de la manipulation, mais la véritable connexion est réalisée avec quelque chose de plus subtil, la capacité de se mettre à la place de l'autre. C'est l'essence de l'empathie, un outil qui non seulement adoucit la dureté du monde, mais construit aussi des relations profondes et durables. La psychologie affirme que l'être humain a besoin de se sentir compris pour faire confiance.
Sans cette validation, la communication devient un échange de mots vides où chacun cherche à imposer sa vision. L'empathie rompt ce schéma car elle change la dynamique du moi pour le nous. Bien qu'elle soit souvent associée à la froideur, la vérité est que les stoïciens parlaient de compassion comme faisant partie de la justice. Marc Aurèle disait que nous sommes nés pour coopérer comme les pieds et les mains, et que vivre en opposition aux autres était contraire à notre propre nature. L'empathie, donc, n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse pratique, car elle renforce la coopération et génère l'harmonie dans toute relation. Personnellement, pratiquer l'empathie ouvre l'espace pour que votre partenaire se sente en sécurité en exprimant ce qu'il ressent. Socialement, elle transforme les interactions superficielles en connexions réelles, car les gens reconnaissent la différence entre quelqu'un qui écoute seulement et quelqu'un qui comprend vraiment. Professionnellement, l'empathie est ce qui distingue un patron d'un leader, car celui qui dirige sans comprendre ne génère que de l'obéissance forcée, tandis que celui qui comprend inspire un engagement authentique. Dans la séduction, l'empathie est la clé invisible qui éveille l'attraction, car elle montre de la sensibilité sans perdre de fermeté, de l'intérêt sans tomber dans le besoin. La véritable empathie inclut des limites claires, car comprendre ne signifie pas permettre que l'on vous marche dessus. En fait, l'empathie la plus puissante est celle qui vient de la force, lorsque vous parvenez à reconnaître ce que l'autre ressent sans perdre votre centre ni votre dignité. Cet équilibre est ce qui ouvre vraiment les portes, car il inspire le respect en plus de la confiance. L'empathie séduit parce qu'elle montre de l'humanité. Dans un monde où beaucoup préfèrent l'indifférence comme armure, rencontrer quelqu'un qui comprend sans juger est un soulagement. Cette expérience laisse une empreinte, car nous nous souvenons tous de la personne qui a su nous voir au-delà de nos mots. Ce souvenir est ce qui crée des liens difficiles à rompre, car il ne s'agit pas de ce que vous avez dit, mais de ce que vous avez réussi à faire ressentir. Sénèque disait que personne ne peut vivre heureux seulement pour lui-même. Cette phrase résume l'essence de l'empathie. Comprendre que notre bien-être est lié au bien-être des autres. En appliquant ce principe dans votre communication, vous devenez quelqu'un capable d'unir, d'adoucir les tensions et d'attirer depuis la connexion la plus profonde. C'est le geste qui transforme un inconnu en ami, un subordonné en allié et un intérêt passager en un lien réel. L'empathie ne s'impose pas et ne se feint pas. Elle se pratique à partir de l'écoute, de la validation et de la compréhension. En fin de compte, l'empathie qui ouvre des portes n'est pas une ressource occasionnelle. C'est une façon de vivre. Celui qui la pratique devient quelqu'un qui n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit, car le monde s'ouvre devant lui naturellement. Et ce pouvoir, bien que silencieux, est l'un des plus irrésistibles qui existent. 8. Le langage qui domine les cœurs. Une étincelle peut allumer un feu ou éclairer un chemin, tout dépend de comment et quand elle est utilisée. Le langage fonctionne de la même manière, c'est l'étincelle qui peut détruire ou construire, qui peut blesser ou conquérir. Ce n'est pas un hasard si les personnes les plus influentes de l'histoire n'étaient pas toujours les plus fortes ou les plus riches, mais celles qui savaient parler de manière à ce que leurs mots restent gravés dans la mémoire des autres. Dominer les cœurs ne consiste pas à manipuler, mais à utiliser le langage avec une telle clarté, fermeté et authenticité que ce que vous dites pénètre au-delà de l'esprit et atteint l'âme. L'être humain ne répond pas uniquement aux données ou aux arguments logiques, il répond surtout aux émotions. La psychologie le confirme. Les décisions sont d'abord prises à partir de l'émotion, puis justifiées par la raison. C'est pourquoi celui qui sait parler avec des mots qui éveillent des sentiments devient quelqu'un d'inoubliable. Le langage qui domine les cœurs n'est pas orné ni faux, c'est celui qui se connecte directement avec les expériences, les peurs, les rêves et les blessures de l'autre. Le stoïcisme avait également compris ce principe. Épictète enseignait qu'il ne faut pas parler beaucoup, mais dire ce qui est nécessaire avec vérité. Marc Aurèle répétait que les mots doivent être alignés avec l'action, car l'incohérence tue
la crédibilité. La vie ne s'arrête pas pour attendre que tu sois prêt. La douleur arrive sans prévenir, la frustration s'installe sans demander la permission et l'adversité frappe quand tu t'y attends le moins. Il n'y a pas d'échappatoire. Soit tu te brises de l'intérieur, soit tu apprends à construire un esprit si solide que rien ne peut le briser. C'est ce qui distingue ceux qui sombrent dans la tempête de ceux qui apprennent à la traverser avec calme et détermination. Cette vidéo n'est pas un réconfort vide. C'est un rappel que ta véritable force ne se mesure pas à ce qui se passe à l'extérieur, mais à la manière dont tu décides de l'affronter de l'intérieur. Les stoïciens l'ont bien compris. Tu ne peux pas contrôler ce que le monde te lance, mais tu peux contrôler la manière dont tu y réponds. Et cette différence change tout. Ici, nous parlerons de leçons pratiques, d'attitudes à appliquer au quotidien, pas de théories lointaines. Nous parlerons d'accepter ce que tu ne peux pas changer, de te rappeler que les émotions sont éphémères, d'entraîner ton esprit à ne pas te saboter, de trouver de la gratitude, même au milieu de la douleur. Chaque point est conçu pour que tu comprennes que tu n'as pas besoin que la vie devienne plus facile. Ce dont tu as besoin, c'est de devenir plus fort. N'attends pas de douceur ni de détour. C'est un voyage direct vers la racine de ton esprit, où se forge l'autocontrôle, la discipline et la clarté. Si tu vas jusqu'au bout, tu verras comment chaque habitude et chaque réflexion se transforment en arme contre le désespoir, en bouclier face au chaos et en la boussole qui te maintiendra ferme. 1. Accepte ce que tu ne peux pas changer. Un arbre qui pousse au milieu d'un terrain aride ne choisit pas la sécheresse. Il ne peut pas arrêter le soleil brûlant, ni invoquer la pluie. Mais ce qu'il peut faire, c'est étendre ses racines plus profondément, à la recherche de la petite quantité d'eau qui existe sous la terre. Cet arbre survit non pas parce qu'il contrôle le climat, mais parce qu'il comprend où placer sa force. C'est ainsi que fonctionne aussi la vie. Tu peux dépenser ton énergie à te plaindre de ce qui ne change pas, ou tu peux apprendre à la diriger vers ce qui est en ton pouvoir. C'est la première leçon stoïcienne. Accepter ce que tu ne peux pas changer. Accepter ne signifie pas se résigner ou se rendre. Cela signifie voir la réalité sans fioriture, sans fantasme, sans cette tentative inutile de lutter contre l'inévitable. C'est regarder les circonstances en face et dire « c'est ce que c'est ». Pas ce que j'aimerais que ce soit. Marc Aurèle le décrivait comme un acte de liberté intérieure, car au moment où tu arrêtes de lutter contre l'immuable, tu récupères toute ton énergie pour agir sur ce qui dépend de toi. Le problème est que la plupart des gens s'épuisent à faire le contraire. Ils veulent changer les gens. Ils veulent que le passé soit différent. Ils veulent que la vie ne leur ait pas mis d'obstacles. Et chaque fois qu'ils répètent ce désir, il se lie à une frustration sans fin. Tu ne peux pas défaire ce qui est déjà arrivé. Tu ne peux pas contrôler les décisions des autres, ni arrêter les revirements imprévisibles du destin. Mais tu peux contrôler ta réaction, ton attitude et la façon dont tu décides d'interpréter ce que tu affrontes. Accepter ce que tu ne peux pas changer est un acte de courage, car il exige que tu lâches l'illusion du contrôle absolu. Il n'est pas facile de regarder une perte et de ne pas se demander pourquoi. Il n'est pas facile de faire face à une trahison et de ne pas souhaiter qu'elle ne se soit jamais produite. Mais la vérité est que plus tôt tu acceptes que ces choses sont hors de ton pouvoir, plus vite tu pourras avancer. La vie n'attend pas que tu comprennes cela. Elle te le jette encore et encore jusqu'à ce que tu décides de l'apprendre. La pratique quotidienne consiste à se rappeler cette dichotomie. Il y a des choses qui dépendent de toi et d'autres qui ne le font pas. Ce qui dépend de toi, c'est ta discipline, tes habitudes, ta réponse émotionnelle, ton effort dans chaque action. Ce qui ne dépend pas de toi, c'est l'opinion des autres, les injustices inévitables, le passage du temps, la mort, le hasard. Confondre les deux côtés est la racine du désespoir. Imagine quelqu'un coincé dans le trafic, maudissant chaque feu de circulation, chaque conducteur, chaque minute perdue. Toute cette énergie va vers ce qu'il ne peut pas modifier.
Et à la fin de la journée, son esprit est épuisé, empoisonné de colère. Maintenant, imagine quelqu'un dans la même situation, mais qui utilise ce temps pour réfléchir, écouter quelque chose qui le nourrit ou simplement exercer sa patience. Le fait est le même. La différence est le choix de comment le vivre. Accepter ce que tu ne peux pas changer libère ta force. Cela fait de toi quelqu'un qui ne se brise pas face à l'inévitable, mais qui transforme chaque coup en entraînement. Et à la fin, cette acceptation devient ton bouclier. Car tu ne vis pas en réagissant au monde comme une victime, mais en l'affrontant avec la clarté de celui qui sait que la liberté commence dans l'esprit. 2. Souviens-toi que les émotions sont temporaires. Les tempêtes ne préviennent pas, elles arrivent avec fracas, assombrissent le ciel et font trembler tout sur leur passage, mais elles ne durent jamais éternellement. À la fin, les nuages se dispersent, la pluie s'éteint et le soleil reprend le dessus. Ainsi sont les émotions, intenses, bruyantes, parfois dévastatrices, mais jamais éternelles. Croire le contraire, c'est vivre piégé dans une illusion. C'est penser que le ciel restera couvert, alors qu'en réalité, le calme revient toujours. La grande erreur de beaucoup est d'agir comme si ce qu'ils ressentent maintenant allait les définir pour toute leur vie. Une tristesse momentanée les plonge dans l'idée que rien n'aura de sens. Une colère passagère les amène à détruire des liens précieux. Une peur éphémère devient une excuse pour ne pas avancer. L'esprit, lorsqu'il oublie que tout change, transforme ce qui est transitoire en condamnation. Les stoïciens ont compris que les émotions ne sont pas des ennemis, mais elles ne sont pas non plus les maîtresses de la raison. Elles sont des visiteuses, et comme toutes visiteuses, elles finissent par partir. Accepter cette vérité, c'est éviter de prendre des décisions permanentes dans des états temporaires. C'est comprendre que l'émotion est comme le feu. Elle brûle fort, éclaire avec violence, mais si tu attends assez longtemps, elle s'éteint et laisse place à la clarté. Celui qui ne comprend pas cela agit en plein incendie et subit ensuite les conséquences d'avoir pris le mauvais chemin sous un nuage de fumée qui obscurcissait sa vision. La pratique stoïcienne ne consiste pas à nier ce que tu ressens, mais à te rappeler que tu n'es pas ton émotion. Tu es celui qui l'expérimente, qui l'observe, qui peut décider s'il se laisse emporter ou s'il l'utilise comme un signal. La colère peut te montrer une injustice, mais elle n'a pas à dicter ta réponse. La tristesse peut t'apprendre la valeur de ce qui est perdu, mais elle n'a pas à te consumer. La peur peut te prévenir d'un danger, mais elle n'a pas à te paralyser. Respirer avant de parler, attendre avant de décider, écrire ce que tu ressens au lieu de le lancer comme un coup. Ce sont des pratiques qui transforment ta relation avec les émotions. Dans ces secondes de pause, l'esprit se souvient de l'essentiel, que rien de ce qui brûle à l'intérieur ne restera avec la même intensité. Le temps refroidit toujours, nettoie toujours, ramène toujours le calme. Se rappeler que les émotions sont temporaires t'aide aussi à cultiver la patience. Quand tu comprends que l'euphorie ne dure pas, tu arrêtes de t'y accrocher désespérément. Quand tu acceptes que l'angoisse se dissipera, tu ne lui donnes pas plus d'espace que nécessaire. Cette compréhension t'évite d'être un esclave des hauts et des bas et te place sur un terrain plus solide, d'où tu peux vivre en équilibre. Quand tu intériorises cette leçon, chaque émotion cesse d'être une chaîne et devient un maître. La tristesse t'apprend à apprécier la joie, la colère te montre où il y a de l'injustice, la peur révèle ce qui compte vraiment. Toutes ont une fonction, mais aucune n'est venue pour rester. Se souvenir de cela, c'est se donner la liberté de vivre en équilibre, sans être prisonnier de ce que tu ressens, mais maître de la façon dont tu le traverses. 3. Maîtrise ton dialogue intérieur. L'esprit peut être comme un voisin bruyant qui ne se lasse jamais de parler. Parfois il t'encourage, mais bien plus souvent, il te répète le pire. Doute, critique, peur, souvenirs qui pèsent comme des chaînes. Le curieux, c'est que même si cette voix vit dans ta tête, tu agis comme si tu ne pouvais rien faire pour la faire taire. La réalité est différente. Tu peux la former, la modeler et la diriger.
car ce dialogue intérieur sera ton pire ennemi ou ton meilleur allié selon la manière dont tu le gouvernes. Chaque pensée que tu répètes devient une brique avec laquelle tu construis ta vie. Si tes mots intérieurs sont de défaite, ton esprit construit des murs de limitation. Si ta voix intérieure est de discipline et de courage, tu construis des forteresses que rien ne peut démolir. Les stoïciens insistaient sur le fait que ce ne sont pas les choses extérieures qui nous perturbent, mais la manière dont nous les interprétons. Et cette interprétation naît dans le langage que tu utilises avec toi-même. Le problème, c'est que beaucoup ne filtrent pas ce qu'ils se disent. Ils s'insultent pour chaque erreur, se dévalorisent pour chaque échec, se rappellent constamment ce qu'ils n'ont pas ou ce qu'ils n'ont pas réussi. Avec ce discours interne, il est impossible de se relever, car chaque pas est accompagné d'un poids supplémentaire. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que maîtriser le dialogue intérieur ne signifie pas se tromper avec des phrases vides. Cela signifie parler avec la vérité, mais avec une vérité qui pousse au lieu de couler. Lorsque tu échoues, il ne sert à rien de répéter que tu es un désastre. Il est utile de te dire que tu as appris quelque chose et que tu sais maintenant comment faire mieux. Lorsque tu ressens de la peur, il ne sert à rien de te crier que tu es faible. Il est utile de te rappeler que le courage n'est pas l'absence de peur, mais le fait d'avancer malgré elle. C'est la différence entre un dialogue intérieur destructeur et un dialogue qui renforce. Maîtriser ton esprit commence par l'observer. Que te dis-tu au réveil, lorsque tu fais face à un problème, lorsque quelqu'un te critique? Si cette voix n'attaque que toi, il est temps de changer le scénario. Tu peux remplacer le poison par des mots qui ne nient pas la difficulté, mais qui renforcent ta capacité à répondre. Cet entraînement constant fait de ton dialogue un allié qui te pousse vers l'avant. Une pratique simple consiste à écrire ce que tu penses et ensuite à le lire comme s'il venait d'une autre personne. Tu seras surpris de découvrir que ce que tu te dis, tu ne l'accepterais jamais d'un ami. Alors, pourquoi le tolères-tu en toi-même? Changer cette dynamique est la clé pour retrouver ta force intérieure. Lorsque tu parviens à maîtriser ton dialogue intérieur, tu ne vis plus en étant la victime d'un esprit qui te sabote. Tu apprends à l'utiliser comme un guide, comme un entraîneur qui ne minimise pas la vérité, mais ne la détruit pas non plus. Tu transformes la voix bruyante en une voix ferme, claire et disciplinée. Et lorsque cette voix travaille avec toi plutôt que contre toi, ta vie entière se transforme, car la bataille la plus dure se livre toujours en silence, en toi. 4. Pratiquer la gratitude quotidienne. Une lampe peut être allumée toute la nuit et pourtant personne ne remarque sa lumière si on se concentre uniquement sur l'obscurité environnante. Il en va de même pour la vie. La gratitude est cette lampe constante qui est toujours là, mais elle devient invisible pour celui qui ne regarde que ce qui manque. L'esprit humain, lorsqu'il n'est pas éduqué, a tendance à se concentrer sur les manques, sur ce qu'il n'a pas, sur ce qu'il n'a pas encore accompli. Cette fixation crée de l'anxiété, du ressentiment et de la frustration, mais il suffit de former le regard pour découvrir qu'il y a toujours quelque chose à remercier, même au milieu de l'adversité. Pratiquer la gratitude quotidienne ne signifie pas nier les difficultés, ni vivre dans un optimisme naïf. Cela signifie reconnaître que, même s'il y a une tempête, vous respirez encore, vous avez encore une chance de vous lever, il y a encore des personnes ou des moments qui vous soutiennent. Les stoïciens l'ont bien compris. La vie est empruntée, et chaque jour est un cadeau qui ne nous est pas dû. Se réveiller et avoir la possibilité d'agir est déjà une raison suffisante pour être reconnaissant. L'erreur courante est d'attendre qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire pour exprimer sa gratitude. On pense que seule la réussite, la richesse ou les grands accomplissements méritent gratitude. Mais la vraie gratitude se pratique dans les choses simples, dans l'eau qui apaise votre soif, dans la nourriture qui arrive à votre table, dans la personne qui vous écoute quand vous en avez le plus besoin, dans la force que vous avez encore pour continuer à lutter. Lorsque vous entraînez votre esprit à détecter ces petites lumières, vous changez votre relation avec la vie. La gratitude fonctionne également comme un antidote contre le poison de la comparaison.
Dans un monde saturé d'apparence, beaucoup se sentent insuffisants parce qu'ils se comparent à ce que les autres montrent. Ce regard déformé génère un vide constant, comme si rien ne suffisait. Pratiquer la gratitude quotidienne brise cette chaîne, car elle vous rappelle ce que vous avez déjà en main, ce qui fait déjà partie de votre chemin. Vous ne vivez pas en dette avec la vie, vous reconnaissez que la vie vous a déjà donné plus que ce que vous voyez habituellement. Un exercice pratique est d'écrire chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, même dans les journées difficiles. Cela peut être quelque chose d'aussi simple qu'une conversation sincère, un moment de silence ou une leçon douloureuse qui vous a rendu plus fort. Avec le temps, cette habitude entraîne votre esprit à détecter des raisons de gratitude dans chaque coin de la vie. Et cette pratique devient un refuge lorsque l'obscurité semble dominer. Pratiquer la gratitude ne résout pas tous vos problèmes, mais elle change la façon dont vous les affrontez. Elle vous donne de la perspective, de la tranquillité et de la force intérieure. Celui qui est reconnaissant cesse de se sentir victime et commence à vivre comme le maître de son regard. Et lorsque ce regard se concentre sur ce qui existe déjà, plutôt que sur ce qui manque, chaque jour devient une opportunité de trouver un sens, même au milieu de l'adversité. 5. Trouve la force dans l'adversité. Le charbon sous pression se transforme en diamant. Cette transformation ne se produit pas dans le calme ou le confort, mais au milieu d'un processus intense, douloureux et exigeant. Il en va de même pour l'être humain. La vraie force ne naît pas les jours faciles, mais dans les moments où la vie vous accule et vous oblige à résister. L'adversité, bien qu'inconfortable, est le terrain où se forge le caractère. Beaucoup interprètent les difficultés comme des signes que la vie les punit ou que quelque chose ne va pas. Mais le stoïcisme enseigne que chaque obstacle est une opportunité déguisée. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous blessent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Cette vision change complètement la façon de faire face à la douleur, car elle vous montre qu'il y a une possibilité de se renforcer même au milieu de la perte, de l'échec ou de la trahison. L'adversité teste votre résistance, mais elle révèle aussi des aspects de vous que vous ignoriez. C'est dans les jours les plus sombres que vous découvrez que vous avez plus de patience que vous ne le pensiez, plus de discipline que vous ne l'imaginiez, plus de courage que vous n'auriez admis en temps de calme. Chaque coup peut être vu comme une condamnation ou comme un entraînement, et ce choix définit si vous en sortez affaibli ou renouvelé. Accepter l'adversité ne signifie pas la désirer, c'est reconnaître qu'elle est sur le chemin et que lutter contre son existence ne fait qu'augmenter la souffrance. Ce que vous pouvez faire, c'est changer la question. Au lieu de « pourquoi moi ?», posez « qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Ce changement de perspective vous place en position de pouvoir, car il transforme l'adversité en enseignante et non en ennemie. Un exemple clair se trouve chez ceux qui font face à une maladie, une perte ou un échec professionnel. Beaucoup restent coincés dans la plainte et l'amertume, d'autres parviennent à transformer cette expérience en moteur pour se réinventer. La différence ne réside pas dans ce qui leur est arrivé, mais dans la façon dont ils ont choisi de l'interpréter. Cette interprétation est ce qui transforme la pression en diamant ou en cendre. Une pratique utile consiste à voir chaque difficulté comme un terrain d'entraînement. Si un jour vous faites face à des critiques injustes, utilisez-le pour pratiquer l'autocontrôle. Si vous perdez quelque chose que vous appréciez, utilisez-le pour exercer le détachement. Si vous sentez que la vie vous a fermé une porte, transformez-le en une opportunité pour en ouvrir d'autres. L'adversité ne vient pas pour vous détruire, elle vient pour vous rappeler que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Trouver la force dans l'adversité, c'est accepter que les coups de la vie ne sont pas des interruptions sur votre chemin, ils en sont une partie essentielle. Celui qui parvient à les voir ainsi cesse de craindre la douleur et commence à l'utiliser comme carburant. Et à la fin, comme le charbon sous pression, il découvre qu'il y avait toujours un diamant en lui qui attendait de sortir. 6. Prends soin de ton corps pour prendre soin de ton esprit.
Un guerrier ne rentre pas en bataille avec son armure cassée ou son épée rouillée, car il sait que, aussi fort que soit son esprit, si ses outils sont en mauvais état, la défaite est inévitable. Ton corps est cette armure et aussi cette épée. Tu peux avoir la meilleure discipline mentale, mais si tu négliges ton corps, tôt ou tard, l'esprit en souffre, car tous deux sont liés par un lien indissociable. Beaucoup cherchent la clarté mentale tout en maltraitant leur corps avec des excès, un manque de repos ou de mauvaises habitudes. Ils prétendent à la tranquillité intérieure alors que leur énergie est consommée dans un organisme usé. Les stoïciens comprenaient que la vertu se renforce aussi par le soin physique. Il ne s'agissait pas d'une obsession de l'apparence, mais de reconnaître qu'un corps faible entraîne l'esprit vers la paresse, l'irritation et le manque de concentration. Prendre soin de son corps ne signifie pas poursuivre des standards superficiels, mais lui donner ce dont il a besoin pour te soutenir. De la nourriture qui nourrit et ne fait pas seulement remplir, du mouvement qui maintient la vitalité, du repos qui recharge et n'éteint pas seulement. Ces actes quotidiens sont un entraînement invisible pour la discipline, car chaque choix que tu fais avec ton corps reflète aussi la force de ton caractère. La plupart négligeant l'essentiel et sont ensuite surpris de leur manque d'énergie ou de concentration. L'esprit embrumé est souvent la conséquence d'un corps épuisé. Si tu manges sans conscience, si tu ne dors pas suffisamment, si tu n'exerces jamais tes muscles, il est naturel que ta volonté paraisse fragile. Non pas parce que tu manques de force, mais parce que tu demandes de la clarté à un esprit piégé dans un corps sans énergie. Le soin physique, loin d'être un luxe, est une obligation si tu veux cultiver la force intérieure. Entraîner le corps avec de l'exercice ne te donne pas seulement de la santé, il t'apprend aussi à tolérer l'effort, la douleur contrôlée et la constance. Bien dormir n'est pas de la paresse, c'est donner à ton esprit l'espace pour retrouver l'équilibre. Manger avec mesure n'est pas une restriction vide, c'est donner à ton organisme le carburant adéquat pour soutenir tes batailles quotidiennes. Pratiquer cette leçon, c'est comprendre que le corps et l'esprit ne sont pas des ennemis, mais des alliés. Si l'un échoue, l'autre s'affaiblit. Si l'un se renforce, l'autre grandit avec lui. Celui qui prend soin de son corps construit aussi un esprit plus stable, capable de penser clairement, d'agir calmement et de résister fermement. En fin de compte, prendre soin de ton corps est un acte de respect envers toi-même. C'est reconnaître que tu ne peux pas exiger de grandeur de ton esprit si tu ne lui donnes pas un support solide. C'est comprendre que la tempérance commence par le physique et s'étend à l'émotionnel et au spirituel. Parce que seul celui qui honore son corps peut soutenir avec force et clarté le poids de sa propre vie. 7. Souviens-toi de ton but. La boussole au milieu du désert n'élimine pas le sable ni n'arrête le vent, mais elle donne une direction aux voyageurs pour ne pas se perdre dans l'infini. C'est ainsi que fonctionne le but dans la vie. Il n'élimine pas les problèmes, il n'efface pas les tempêtes, mais il donne un sens et une clarté lorsque tout autour semble chaotique. Sans but, chaque effort se disperse comme de l'eau versée sur la terre sèche. Avec un but, même la douleur devient une partie du chemin. Vivre sans se souvenir de cette direction interne est comme ramer sans destination. Tu peux travailler dur, t'efforcer chaque jour et pourtant avoir l'impression que rien n'avance, parce que l'énergie se dilue dans des engagements qui ne signifient rien pour toi. Beaucoup tombent dans ce piège, courant après ce que les autres attendent ou ce que la société dicte comme succès, oubliant que la seule chose qui comble est ce qui est aligné avec l'essence propre. Le stoïcisme enseigne que chaque action doit être guidée par des principes fermes. Il ne s'agit pas d'atteindre une grandeur superficielle, mais de vivre avec cohérence. Se souvenir de ton but implique de te demander ce qui donne un sens à tes jours, quelles sont les valeurs que tu n'es pas prêt à trahir, quelle direction tu veux que tes pas marquent. Peu importe si ton but est de créer, de prendre soin, d'apprendre ou d'inspirer, l'essentiel est de ne pas l'oublier au milieu du bruit. Les distractions sont l'ennemi silencieux. Nous vivons entourés de promesses de succès rapides,
de validation externe et de comparaison constante. Si tu perds de vue ton but, tu finiras épuisé, poursuivant des objectifs qui ne te comblent jamais. En revanche, lorsque tu t'en souviens, chaque décision devient plus claire. Tu sais à quoi dire non, tu sais quel chemin ne pas prendre, et tu reconnais aussi quelle bataille mérite ton effort. Une pratique efficace est de terminer chaque jour par une question simple. Ce que j'ai fait aujourd'hui, m'a-t-il rapproché de mon but ou m'en a-t-il éloigné? Cette réflexion coupe le pilote automatique et oblige à réorienter les actions. Il ne s'agit pas de perfection, mais de constance. Même un petit pas vers ce qui donne un sens à ta vie vaut plus que 1000 mouvements dictés par la pression sociale. Quand tu te souviens de ton but, l'adversité cesse d'être un obstacle définitif. La douleur ne disparaît pas, mais elle se transforme en entraînement. La fatigue ne s'efface pas, mais elle acquiert un sens, parce que tu sais que chaque goutte de sueur pousse vers quelque chose de plus grand. Avoir une direction n'évite pas la tempête, mais elle assure que tu ne perdras pas la direction au milieu de celle-ci. Se souvenir de ton but, en fin de compte, c'est choisir de vivre avec des racines, et non comme une feuille emportée par le vent. C'est décider que chaque instant de ton temps, aussi petit soit-il, sera investi dans ce qui est en accord avec ton essence. Et lorsque ta vie est guidée par ce nord interne, aucune voie externe ne peut te détourner, parce que tu sais déjà où tu vas et pourquoi il vaut la peine d'avancer. 8. Limiter les distractions négatives. Les mouches ne renversent pas un lion, mais si elles l'entourent sans relâche, elles peuvent lui ôter sa tranquillité, lui faire perdre de l'énergie et le détourner de l'essentiel. C'est ainsi que fonctionnent les distractions négatives. Petites, apparemment inoffensives, mais capables de consommer votre attention jusqu'à vous laisser vide et sans direction. L'esprit, lorsqu'il se disperse, perd sa force, car ce qui n'est pas concentré se dilue. Dans le monde actuel, les voix, les écrans, les notifications et les comparaisons abondent. Tout concourt à votre attention, comme si votre vie était un marché bruyant où tout le monde veut crier plus fort que le précédent. Si vous n'apprenez pas à filtrer, vous finissez par donner vos heures et votre énergie à ce qui n'ajoute rien. Et le plus dangereux n'est pas les grandes pertes, mais l'usure constante, cette érosion invisible qui vous vole concentration, clarté et discipline. Les stoïciens enseignaient à reconnaître ce qui mérite une place dans l'esprit et ce qui doit être rejeté. Il ne s'agissait pas de vivre isolé, mais d'exercer un filtre conscient. Tout comme vous prenez soin de ce que vous mangez pour ne pas tomber malade, vous devez aussi prendre soin de ce que vous consommez avec les yeux, les oreilles et l'esprit. Chaque idée, chaque stimulus, chaque conversation peut être nourriture ou poison. Le choix est entre vos mains. Limiter les distractions ne signifie pas devenir rigide, ni éliminer tout plaisir. Cela signifie avoir le courage de reconnaître ce qui vous vole plus que ce qu'il vous donne. Cela peut être cette personne qui apporte toujours du drame, ce réseau social qui transforme les minutes en heures vides, cette habitude de vérifier le téléphone avant de dormir et de se réveiller fatigué. Vous n'avez pas besoin que le monde se taise, vous avez besoin de décider quelles voix écouter et lesquelles faire taire. Une pratique utile est de concevoir des espaces de pleine attention. Consacrer des heures spécifiques de la journée à ce qui compte vraiment et les protéger comme si elles étaient un trésor. Éteindre les notifications, vous éloigner des conversations toxiques, réduire ce qui vous entraîne à vous comparer. Chaque fois que vous éliminez une distraction négative, vous récupérez un morceau de votre vie. L'esprit concentré est comme un rayon de lumière concentré. Il coupe, avance, transforme. L'esprit dispersé, en revanche, est comme une lampe faible qui éclaire à peine. Si vous voulez de la clarté et un but, vous devez apprendre à limiter ce qui obscurcit votre vision. Cela nécessite de la discipline, mais aussi du courage pour laisser derrière ce qui ne sert pas. En fin de compte, limiter les distractions négatives est un acte de respect envers soi-même. C'est reconnaître que votre temps est la ressource la plus précieuse et qu'il ne mérite pas d'être donné à ce qui ne laisse pas de traces. Lorsque vous décidez de filtrer ce que vous consommez et sur quoi vous concentrez votre attention,
vous récupérez le pouvoir de diriger votre vie. Et dans cet acte, vous découvrez que la véritable liberté n'est pas de tout faire, mais de choisir avec sagesse à quoi dire oui et à quoi dire non. 9. Sois maître de tes réactions. Le feu ne détruit pas toujours. Parfois, il donne aussi de la chaleur, éclaire et protège. La différence ne réside pas dans la flamme, mais dans la façon dont elle est utilisée. Il en va de même pour tes réactions. Elles peuvent être l'étincelle qui allume la clarté ou le feu qui détruit tout ce que tu as à proximité. La vie lancera toujours des provocations, des injustices et des moments de tension. Mais ce qui détermine ta force n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, mais comment tu choisis de répondre. Beaucoup confondent réaction avec réponse. La réaction est automatique, impulsive, née de l'émotion brute qui apparaît instantanément. La réponse, en revanche, est consciente, mesurée, choisie dans le calme. Les stoïciens insistaient sur cette différence parce qu'ils comprenaient que tu ne peux pas contrôler les actions des autres ni les coups du destin. Mais tu as toujours le contrôle sur la façon dont tu décides de répondre. Celui qui ne maîtrise pas ses réactions devient l'esclave des autres. Il suffit d'un mot offensant, d'un regard de mépris ou d'une critique injuste pour le traîner dans la colère, la rage ou le désordre. Dans cet état, il perd sa clarté, abandonne sa paix et laisse les autres tirer ses ficelles. Il n'y a pas de plus grande faiblesse que de vivre comme une marionnette des stimuli externes. Être maître de tes réactions exige de s'entraîner à la pause. C'est arrêter un instant avant de répondre, même si tout en toi crie pour le faire. Cet espace, bien que bref, est l'endroit où tu récupères ton pouvoir. Ce n'est pas de la répression, c'est du contrôle. C'est regarder la situation de l'extérieur et te demander quelle décision reflète qui je veux être. Cette question coupe l'impulsion et ouvre la possibilité d'agir avec intelligence plutôt qu'avec instinct. Un exemple quotidien est visible dans la circulation. Quelqu'un te coupe sans respect et ta première réaction est de crier, de klaxonner, d'insulter. Mais si tu te souviens que cette scène ne définit ni ta journée ni ta vie, tu peux choisir de continuer sans donner ton énergie à la colère. La même chose s'applique dans les disputes familiales, au travail, dans toute situation où la provocation cherche à te sortir de ton centre. La pratique quotidienne consiste à observer tes déclencheurs, à identifier quelles situations ont tendance à réveiller le pire en toi et à préparer ta réponse avant qu'elle ne se produise. Cet entraînement te rend solide, car tu n'improvises pas sous pression, tu agis à partir d'un plan de calme conscient. Être maître de tes réactions ne signifie pas être froid ou indifférent, cela signifie être sage avec ton énergie. C'est choisir ce qui mérite ton attention et ce qui ne le mérite pas. C'est montrer que personne, sauf toi, ne peut gouverner ton intérieur. Lorsque tu y parviens, la vie cesse de te pousser comme une feuille au vent et tu commences à marcher avec la fermeté de celui qui sait que la véritable force n'est pas de contrôler l'extérieur, mais de maîtriser ce qui se passe en toi.